Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Martin Armstrong, économiste, fondateur d'Armstrong Economics et l'un des grands prévisionnistes financiers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je pensais qu'un bon point de départ serait, pour ce qui est de prévoir la direction que prendra l'économie mondiale, quels sont, selon vous, les principaux facteurs à l'origine de la crise économique actuelle en Occident? Eh bien, je dirais que le problème central à l'origine de nombreux enjeux géopolitiques, c'est que nous traversons une crise de la dette souveraine. Les gouvernements empruntent depuis la Seconde Guerre mondiale sans jamais avoir l'intention de rembourser quoi que ce soit. Ils émettent simplement de nouvelles dettes pour payer les anciennes. Les dépenses liées aux intérêts, si l'on regarde simplement les États-Unis, ont désormais dépassé les dépenses militaires. Je veux dire, même un enfant de 3 ans, avec une calculatrice de poche, pourrait comprendre qu'à terme, les paiements d'intérêts finissent par tout absorber. Et avec les dépenses sociales, c'est là que commencent les troubles civils et ce genre de choses. L'Europe est particulièrement en difficulté, c'est encore pire là-bas, principalement parce qu'ils n'ont jamais consolidé la dette. Je veux dire, ils m'ont appelé quand ils formaient l'euro, et je les ai rencontrés en 1998. J'ai dit très bien, si vous voulez créer une monnaie pour concurrencer le dollar, vous devez consolider toutes les dettes. C'est en gros ce que Hamilton a fait aux États-Unis après la Révolution. Et c'était Helmut Kohl, qui était alors chancelier de l'Allemagne, et il n'a pas permis au peuple allemand de voter. Il a simplement fait entrer l'Allemagne dans l'euro de manière unilatérale. Il a reconnu avant sa mort qu'il avait agi comme un dictateur, et il a dit que s'il avait permis au peuple allemand de voter, il aurait perdu à 7 contre 3, parce qu'ils auraient vu cela comme un renflouement de la Grèce, de l'Italie, et ainsi de suite. Alors il a insisté pour qu'il n'y ait aucune consolidation de la dette. Moi, je suis plutôt un trader qu'un économiste universitaire, donc j'ai dû faire face à la réalité plutôt qu'à la théorie. Si vous êtes gestionnaire d'un fonds spéculatif, vous pouvez décrocher le téléphone et dire « Achetez-moi pour 10 milliards de dollars de bons du Trésor américain ». Aucun problème, c'est le marché le plus profond du monde. En Europe, rien n'a changé. L'euro n'est qu'une façade. Je dois toujours prendre la même décision, est-ce que je veux de l'Allemagne, de l'Italie, de la France? Donc rien n'a vraiment changé. C'était purement superficiel. Et le problème, nous en avons eu un premier aperçu en 2010, lorsque la Grèce a dû demander un plan de sauvetage au FMI, et immédiatement qu'ont fait les traders. Vous savez, vous êtes dans une salle de marché. Ils viennent de gagner beaucoup d'argent en pariant à la baisse sur la Grèce. Et qui sera le prochain? Oh, vous savez, l'Espagne. Très bien. Voilà comment le capital se déplace réellement. Et aux États-Unis, toutes les réserves bancaires sont fédérales. Si par exemple, la Californie faisait défaut, les traders diraient « Oh, qui est le prochain? L'Illinois ?» Et on les verrait s'en prendre à d'autres États. C'est la même chose. Je vous suggère de chercher en ligne et de lire les mémoires d'Herbert Hoover de 1931. Il y décrit exactement la même situation. À l'époque, chaque pays faisait défaut, puis cela se propageait au suivant. Il disait que le capital se comportait comme un canon sur le pont d'un navire en pleine tempête, tirant dans toutes les directions. Il a dit qu'il n'avait pas pu former un comité assez vite pour comprendre où cela allait ensuite. Ces descriptions, c'est la nature humaine. C'est ainsi qu'une salle de marché fonctionne réellement. Et une fois que vous avez fait couler le sang de l'un d'eux, vous commencez à chercher qui sera le prochain.
L'autre problème que nous avons, c'est que pratiquement toutes vos théories économiques sont désormais des absurdités. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes. Eh bien, prenons Keynes. Ses idées étaient fondées sur les années 1930, d'accord? Les États-Unis avaient alors un budget équilibré, donc relever ou abaisser les taux d'intérêt nous affectait, nous, plutôt que le gouvernement, d'accord? Mais avec la Seconde Guerre mondiale et après, Keynes a justifié qu'il pouvait entrer en déficit. Mais lui, vous savez, disait que pendant une récession ou une dépression, il fallait augmenter la demande et la circulation de l'argent. Et les gouvernements ont essentiellement interprété cela comme « Ah, voyez, il dit qu'on peut avoir un déficit. » Et ils l'ont fait, peu importe que le pays soit en plein essor ou non. Et donc je sais que beaucoup de gens, vous savez, continuent de dire « Oh, le dollar va s'effondrer, la réserve fédérale, tout ça, c'est n'importe quoi. » La réserve fédérale ne représente qu'une infime fraction. Ce qui a aussi changé, c'est que la grande majorité de la masse monétaire est en réalité de la dette. Vous savez, dans les années 60, si vous achetiez un bon d'État de type E, il était même indiqué au dos « non valable comme garantie ». Si vous alliez à la banque en disant « Tenez, j'ai un bon E de 100 $, pouvez-vous me prêter 50 $ dessus ?» Désolé, nous ne pouvons pas. C'est illégal. Donc la théorie de l'époque avait au moins un certain sens. Si vous empruntiez, c'était moins inflationniste, car vous retiriez de l'argent du système. Vous ne pouviez pas emprunter dessus, donc c'était moins inflationniste que d'imprimer de la monnaie. Mais ensuite, après la chute de Bretton Woods, vous voulez échanger des contrats à terme sur l'or, vous déposez des bons du Trésor. Alors, pendant que les gens critiquent la Réserve fédérale, vous savez, c'est un jeu de bonne taux. Ils se disputent sur une coquille sans regarder les autres. La grande majorité de la masse monétaire aujourd'hui est de la dette parce que vous pouvez déposer des bons du Trésor dans une banque et emprunter dessus, d'accord? Donc cela ne retire plus d'argent du système. C'est essentiellement une monnaie qui verse des intérêts, et c'est pour cela que la dette augmente si rapidement. Toutes les autres banques centrales détiennent des participations croisées. J'ai averti les gens à Washington que l'assouplissement quantitatif en 2007 n'allait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ces théories sont tout simplement inadéquates. Elles reposent toutes sur une économie domestique. Oh, si la Fed augmente les taux d'intérêt, cela nous affecte. Très bien, mais cela ne prend en compte aucun facteur externe. Alors, pourquoi l'assouplissement quantitatif n'a-t-il pas fonctionné? Et ensuite, d'autres économistes sont arrivés avec la théorie monétaire moderne. Voyez, nous pouvons augmenter la masse monétaire sans inflation. Ils n'avaient pas compris ce qui se passait. La Chine, vous savez, en a profité. La Fed, en théorie, puisque c'est le marché qui fixe le taux à long terme, ne peut contrôler que le taux à court terme. Donc pour soutenir le marché hypothécaire, elle a pratiqué l'assouplissement quantitatif. Elle est intervenue et a acheté des obligations à 30 ans. En théorie, réduire l'offre à long terme devait faire baisser les taux d'intérêt des prêts hypothécaires, etc. Très bien. Encore une fois, c'est une approche intérieure. On suppose qu'on achète une obligation à 30 ans à un Américain. Mais la Chine a dit « Merci beaucoup » a vendu toutes ses obligations à 30 ans et s'est tournée vers les obligations à 5 ans. Ainsi, l'argent est sorti du pays. Et ensuite, d'autres ont dit « Oh, la MMT, voyez, nous pouvons faire ce que nous voulons, puisque ce n'était pas inflationniste à l'époque. » Vous savez, c'est toujours cette idée domestique. Ils ne regardent jamais rien d'externe. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un économiste universitaire. Dieu m'en garde. Je suis un trader.
Nous avons des bureaux partout dans le monde, même en Chine, jusqu'aux Émirats arabes unis. J'ai été gestionnaire de fonds spéculatifs internationaux, donc je sais comment le capital réel circule à l'échelle mondiale. Quand le communisme s'est effondré et qu'il y a eu la crise asiatique des devises en 1997, c'est moi que la Banque de Chine a appelé pour aider. J'ai été surpris. Pourquoi n'ont-ils pas appelé quelqu'un de Harvard ou autre? Et quand je suis arrivé, j'ai compris qu'ils étaient tous des traders. La Chine avait ces gens-là. Ils les ont envoyés travailler sur des salles de marché, Tokyo, New York, Londres, puis ils sont revenus pour diriger la banque centrale. Donc vous voyez, c'est une drôle de note de bas de page. Quand je suis rentré, des gens de la Fed et du Trésor m'ont appelé et m'ont dit « Eh bien, comment c'était? Vous avez été la première personne invitée par la Banque de Chine. » Et là, j'ai pris le couteau, je le leur ai planté dans le dos et je l'ai tourné. J'ai dit « Intéressant, ils n'embauchent que des gens ayant de l'expérience. » Donc, vous savez, même avec la chute de la Russie, Gorbatchev est venu me voir. Et la raison pour laquelle la chute a été essentiellement amicale, c'est qu'il comprenait vraiment les cycles. Il avait compris qu'il était temps pour l'URSS de s'effondrer, alors il a laissé faire et n'est pas intervenu. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais Gorbatchev a également réhabilité Kondratiev et s'est excusé pour son exécution par Staline. Il avait compris qu'il y a un temps et un lieu. Aucun empire n'a jamais duré éternellement. Les États-Unis non plus ne dureront pas. Je veux dire, si c'était le cas, nous parlerions tous encore babyloniens, non? Chaque empire s'est élevé et chaque empire est tombé. Et en particulier les républiques, elles ont tendance à être les pires, car elles deviennent très refermées sur elles-mêmes et sont très sujettes à la corruption. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé à RFK et son équipe a d'abord dit qu'il allait se présenter et figurer sur la liste démocrate. Je lui ai dit, « Écoutez, toutes mes sources disent qu'ils ne vont permettre à personne de défier Biden sur la liste démocrate. » On a Democratic ticket to challenge Biden. Oh, how can that happen? I'm just telling you what's... Oh, comment ça a-t-il pu arriver? Je ne fais que te dire ce que mes sources affirment. Quand ils ne l'ont pas laissé figurer sur le ticket, son équipe a commencé à dire « Oh, tu peux gagner en tant qu'indépendant. » J'ai répondu « Désolé, mon ordinateur dit que ça ne marchera pas. » Ce n'est qu'après que New York l'a exclu du scrutin en tant qu'indépendant que je lui ai dit « Écoute, si tu veux vraiment faire la différence, rejoins Trump. » Pourquoi ai-je dit ça? Parce que je savais, en parlant de cette corruption, qu'en 2016, Trump avait rencontré RFK et lui avait confié une commission sur les vaccins. La plupart des gens ne le savaient pas. Ce qui s'est passé, c'est que l'industrie pharmaceutique a menacé le Congrès, disant qu'elle retirerait tout financement de campagne, à moins que cette commission ne soit dissoute. Ils ont tout arrêté quelques mois avant la sortie du vaccin contre le Covid. Alors j'ai su qu'il y avait un lien, et j'ai dit « Rejoignez Trump si vous voulez vraiment faire la différence. » C'est comme ça que c'est arrivé. Voilà ce que je veux dire à propos des républiques. Elles sont très sujettes à la corruption, au pot de vin, à tout ce que vous voulez. Pas seulement les États-Unis, c'est un problème systémique partout. Quand Trump a été élu, on pouvait lire des tribunes dans le Financial Times de Londres. Les dirigeants européens ont tous paniqué. Ils se sont soudain dit « Mon Dieu, on pourrait être renversé ». C'était la première fois qu'un politicien de carrière n'y arrivait pas. Et ça a terrifié beaucoup de gens. Voilà ce que je veux dire à propos des républiques. Donc là où nous en sommes maintenant, c'est que nous traversons une crise de la dette. En 1988, j'ai averti des responsables de l'UABMR que l'euro ne survivrait pas. Ce qu'ils m'ont répondu à l'époque, c'était « Oui, nous comprenons ce que vous dites,
mais nous devons d'abord mettre en place la bureaucratie. Ils voulaient donc créer l'euro, créer le Parlement, et ainsi de suite. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils s'occuperaient de la dette plus tard. Nous voilà, près de 30 ans plus tard, et ils n'ont toujours pas réglé la question de la dette. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'une guerre avec la Russie. Tout gouvernement, lorsqu'il est confronté à une opposition intérieure, cherchera toujours un ennemi extérieur. Prenez l'Iran, par exemple. Lorsque la révolution a eu lieu en 1969, pourquoi l'ayatollah a-t-il pris des otages à l'ambassade américaine? C'est très simple. Il les a retenus pendant 444 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition en Iran contre le régime religieux. Alors il a dit, l'Amérique est le grand Satan. Et toute opposition contre lui, vous êtes pour le grand Satan. On désarme son opposition en invoquant l'ennemi extérieur. On voit la même chose en Europe. Quiconque s'y oppose, vous êtes une marionnette de Poutine. C'est classique. C'est ainsi que les gouvernements fonctionnent. En Europe, ces dirigeants sont la pire génération que j'ai jamais vue dans ma carrière. Ils croient vraiment pouvoir conquérir la Russie. Ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Oh, la Russie est faible. Et ainsi de suite. J'ai entendu dire que Poutine n'appuierait jamais sur le bouton parce qu'il sait que cela se retournerait contre eux. Donc les armes nucléaires ne sont plus un moyen de dissuasion. Ils pensent pouvoir simplement intervenir de manière conventionnelle. Poutine tombera à genoux et suppliera pour sa vie, tu sais, avant qu'il ne lui coupe la tête ou quelque chose comme ça. Et la Russie est le pays le plus riche du monde, du point de vue des ressources naturelles. On estime qu'elle possède environ 75 000 milliards de dollars. Ils ont de l'or, des diamants, du pétrole, du bois, du platine, tout ce que tu veux. Donc ils pensent essentiellement que s'ils peuvent conquérir la Russie et s'emparer de ses richesses, alors l'Europe renaîtra comme l'Empire romain et dominera le monde. Je veux dire, ça semble délirant, mais c'est ce que j'entends depuis un an. Macron, je parle à certaines personnes très haut placées en France, et ils l'appellent le petit Napoléon. Il y avait 3 généraux qui s'opposaient à lui et voulaient que le Parlement prenne toute décision concernant la loi, pas Macron, dont le taux d'approbation est maintenant de 11%. Il refuse de quitter ses fonctions. Il a destitué ses 3 généraux de leur grade parce qu'ils s'étaient opposés à lui. C'est un dictateur intérieur impitoyable, vraiment. Maintenant, ce que je dis peut sembler relever de la théorie du complot. Cependant, le mois dernier, le chef de l'OTAN est intervenu et a mis en garde l'Europe en déclarant « Si vous pensez pouvoir conquérir la Russie sans les États-Unis, vous êtes dans l'illusion. » Il répond donc à ce que j'entends depuis un an. On observe beaucoup d'anti-américanisme en Europe, principalement parce qu'ils ont encore une fois besoin d'un ennemi extérieur. Carney a fait la même chose au Canada. « Oh, si vous ne votez pas pour moi, Trump va annexer le Canada. » C'est absurde, bien sûr. Mais il a utilisé Trump pour gagner. L'Europe fait la même chose. Elle a Trump d'un côté et Poutine de l'autre, donc c'est très intéressant car elle est désespérée à ce stade du jeu. On peut regarder la croissance économique de l'UE. Le dernier trimestre, elle était de 0,3%. C'est une infime fraction de celle des États-Unis. Les 2 économies dans le monde qui sont réellement en récession sont le Japon et l'Allemagne. L'Allemagne représente presque 25% de l'UE. Ils ont imposé des confinements liés au Covid et beaucoup de petites entreprises ont fait faillite. Ensuite, ils ont poussé l'agenda du changement climatique. On a vu des dizaines de milliers de travailleurs de Volkswagen manifester parce qu'ils doivent passer aux voitures électriques. Puis ils ont imposé des sanctions à la Russie, ce qui était vraiment insensé. L'Europe n'a pas d'énergie. Elle doit l'importer d'ailleurs.
And the prices are just, going up astronomically. Et les prix, tu sais, montent de façon astronomique. Cela a mis encore plus d'entreprises en difficulté. On voit Merz en Allemagne pour la première fois, quelqu'un critiquant Merz et Bruxelles, parce qu'ils ont sorti ce truc du genre « Oh, vous devez accepter les migrants ». Le problème, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne parlent pas la langue. Je veux dire, comment pourrais-je embaucher quelqu'un ici s'il ne parle même pas anglais pour répondre au téléphone? Historiquement, si je voulais m'installer en Suisse, à Zurich, je devrais apprendre l'allemand. Si j'allais à Genève, je devrais parler français. Si tu ne parles pas la langue locale, tu ne peux pas trouver de travail. Et c'est pourquoi, quand j'étais en réunion avec l'Europe, je les ai prévenus. J'ai dit, vous ne comprenez pas ce qui a rendu l'Amérique grande. J'ai dit que c'était de la discrimination. Oh mon Dieu, comment peux-tu dire ça? Parce que c'était juste. Celui qui descendait le dernier du bateau avait du mal à trouver un emploi tant qu'il ne parlait pas anglais. Ensuite, la deuxième génération s'en sortait mieux parce qu'ils parlaient tous la même langue. Demandez à un Américain ce qu'il est, il dira « Je suis à moitié irlandais, à moitié allemand ». Mais on ne voit pas ça en Europe. C'est la langue qui les maintient séparés. Vous ne verrez pas quelqu'un d'Écosse épouser quelqu'un de Sicile. Enfin, peut-être un ou deux, mais c'est pas courant. En Amérique, une fois que tout le monde parlait la même langue, les différences ethniques n'avaient plus d'importance. C'est pour ça qu'on l'appelait le creuset. Donc en Europe, l'idée de créer au départ simplement une union commerciale était très bien. Quand vous avez créé l'Union européenne, chaque fois qu'on met en place un gouvernement centralisé comme ça, il devient avide de pouvoir. Il passe outre les coutumes locales, je veux dire la culture, tout ce que vous voulez. C'est comme s'ils avaient en fait donné leur accord à Zelensky pour qu'il détruise les gazoducs vers la Hongrie, parce que la Hongrie n'est pas d'accord avec eux. Et ils changent leurs règles pour pouvoir, vous savez, au départ, pour adopter l'euro, il fallait un vote unanime afin que personne ne soit opprimé par l'Allemagne ou un autre pays. Et maintenant, comme ça ne fonctionne pas, ils veulent changer les règles. Donc, on ne peut pas vous opprimer. Vous voyez la liberté d'expression disparaître là-bas. Ils sont désespérés de conserver le pouvoir. Et c'est ça le vrai problème. S'ils n'ont pas d'ennemis extérieurs, alors le peuple se lèvera avec ses fourches et prendra d'assaut le Parlement. C'est aussi simple que ça. C'est ce que l'histoire nous montre toujours. Alors il faut dire, ce n'est pas moi, c'est eux. Quand Biden a imposé des sanctions contre la Russie et que les prix de l'essence ont augmenté, qu'a-t-il dit? Oh, c'est l'inflation de Poutine. Ce n'est pas Poutine qui a fait monter les prix, c'est toi. Ensuite, il a commencé à puiser dans toutes les réserves stratégiques pour essayer de faire baisser le prix du pétrole et sauver sa peau. Voilà ce que je veux dire à propos des républiques. Il n'y a tout simplement aucun contrepoids. Ils adorent dire « Oh, nous vivons dans une démocratie ». C'est pas vrai. Je veux dire, regardez le Vietnam. À 18 ans, on est assez âgé pour être enrôlé, recevoir une arme, et qu'on te dise d'aller tuer des gens. Tu ne pouvais même pas boire avant 21 ans, et tu ne pouvais certainement pas voter avant 21 ans. Mais à 18 ans, tu es assez vieux pour mourir. Et c'est ça la démocratie. Tu n'as même pas le droit de vote. Devrions-nous être dans cette guerre ou non? On ne nous le demande jamais. L'Irak, les documents ont montré que Wesley Clark, le général Wesley Clark, est allé au Pentagone après le 11 septembre. Et on lui a dit, eh bien, nous allons entrer en Irak. Il a répondu, oh, Saddam a fait quelque chose. Non, nous ne savons juste pas quoi faire d'autre. Vous voyez? Ensuite, ils ont inventé les armes de destruction massive. Elles n'ont jamais existé.
Et il a même expliqué que le plan était ils étaient essentiellement en Afghanistan, et s'ils prenaient l'Irak, alors ils auraient l'Iran sur les deux frontières. Ils pensaient pouvoir renverser le régime islamique. C'est toujours la même chose, ces absurdités de gens dans l'ombre qui prennent ces décisions. Ce n'est pas une démocratie. On ne nous demande jamais, devons-nous faire la guerre? Jamais. Allez-vous augmenter les impôts? Non. Personne ne nous demande jamais rien. Ils nous disent simplement ce que nous voulons entendre. Je vis ici en Floride et de temps en temps, on a une bactérie ou quelque chose dans le Golfe qu'ils appellent la marée rouge. Et les politiciens disent « Oh, votez pour moi, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de marée rouge. » C'est à cause des agriculteurs et de leurs produits chimiques et tout ça. J'ai juste cherché sur Google. La première marée rouge dans le Golfe a été signalée par les Espagnols en 1642. Vous voyez, je veux dire, même le changement climatique, tout ça, ils agissent comme si le climat n'aurait jamais changé si nous ne conduisions pas nos SUV ou je ne sais quoi. Je veux dire, ils n'ont jamais entendu parler de l'ère glaciaire ou des périodes de réchauffement. Et vous savez, le climat a toujours changé. On peut même lire Cicéron parler de pollution à l'époque et d'inflammabilité du fait de sortir de la ville pour prendre un peu d'air frais. Je veux dire, tout cela existe depuis très longtemps. Donc je pense que votre crise de la dette est ce qui motive beaucoup de choses et qu'elle les poussera à apparaître davantage en guerre, à l'extérieur, comme excuse, une diversion face à leurs propres échecs. Parce qu'ils ne veulent tout simplement pas s'attaquer aux problèmes. Comment pouvons-nous faire la guerre alors que nous sommes déjà accablés de dettes à ce stade? Il va falloir émettre encore plus de dettes. Personne ne veut envisager cela à long terme. Je veux dire, j'ai rencontré des gens, il y a des décennies, et je les ai prévenus, « ça va pas marcher ». Et leur réponse, honnêtement, c'était « Ouais, d'accord, mais je serai plus là dans 30 ans ». Ils s'en fichent complètement. Tout ce qui les intéresse, c'est de gagner la prochaine élection dans 2 ans. Donc il n'y a aucune vision à long terme. Du genre, pourquoi ferais-je quelque chose d'impopulaire aujourd'hui pour un résultat dans 20 ans, alors que je dois gagner une élection dans 2 ans? C'est ça qui est cassé. Je pense qu'on va assister à un grand changement politique au cours des 8 prochaines années et il sera motivé par l'économie, parce que cette situation n'est pas durable. Eh bien, en termes de prévision, comment pensez-vous que les Européens vont réagir à tout cela? Parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que l'euro lui-même, beaucoup de personnes dans lui-même euro, y compris certains de ses architectes, le décrivent comme une maison à moitié construite, car ils se sont rendus compte que les fondations n'étaient pas là. Mais ils ont supposé que si l'on a une union monétaire, à un moment donné, une crise surviendrait, puisqu'il n'y a pas d'union budgétaire. Et lorsque cette crise éclatera, elle servira d'élan pour construire une union budgétaire. Puis lorsqu'une union budgétaire sera créée sans union politique, une autre crise surviendra. Et cette crise donnera la raison de bâtir une union politique. Et puis, vous savez, on commencerait à l'autre bout, pour transformer l'Union Power en ces États-Unis d'Europe. Tout cela aurait dû être prévisible, mais il fallait que ce soit célébré comme un immense projet de paix. Et comme vous l'avez dit, toute critique peut désormais souvent être écartée d'un revers de main, avec « eh bien, c'est un argument de Poutine » ou quelque chose d'aussi absurde. Mais que voyez-vous se produire en Europe dans les années à venir, ou même dans les prochains mois, en termes de stabilité sociale? Vous avez mentionné la guerre, mais aussi le populisme. Lorsqu'une classe politique perd de sa légitimité, les gens se tournent vers l'extérieur de cette classe traditionnelle.
Allons-nous avoir des Trump européens ici? Ou quelles sont les solutions proposées par un establishment politique qui devient de plus en plus incontrôlable? Eh bien, fondamentalement, je pense que l'histoire montre que vous allez vous fragmenter. Euh, Shows that you'll break up, and go back to independent countries, etc. Et revenons aux pays indépendants, etc. If you look at Si l'on regarde l'Union soviétique, Lénine s'inspirait en réalité des États-Unis, dans le sens où chaque république devait conserver sa souveraineté. Il a même écrit une lettre disant « Ne laissez pas Staline me succéder ». Il y avait même des rumeurs selon lesquelles Staline aurait pu empoisonner Lénine. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a tout centralisé. Il n'a pas permis l'existence de républiques indépendantes. Et c'est essentiellement ce qui a provoqué l'éclatement de la Yougoslavie. Elle s'est disloquée selon des lignes ethniques. Je veux dire, les Balkans ont été occupés et conquis tant de fois. On y trouve le christianisme orthodoxe, le catholicisme et l'islam, parce que l'Empire ottoman y était présent. Et chaque groupe finit, d'une certaine manière, par coloniser. Et c'est pour cela qu'il y a eu Bismarck avait averti l'Europe avant la Première Guerre mondiale. Il avait dit qu'il y aurait une grande guerre et qu'elle viendrait des Balkans. Il avait raison. Et l'Europe le premier niveau, ce sont les différences de langue. J'ai été en Grèce lorsque Merkel s'opposait au sauvetage des banques grecques et il y avait des manifestations avec des gens déguisés en nazis dans les rues. Les mémoires sont longues en Europe. Et c'est pour cela que les États-Unis étaient très isolationnistes. Il y a un documentaire qui montre comment Roosevelt était allé à Boston. Il a toujours voulu que les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Et à Boston, il y avait surtout des Irlandais. In Boston, you have mostly Irish. And they said, you expect us to send our boys. Et ils ont dit, vous vous attendez à ce que nous envoyions nos garçons défendre les Britanniques après ce qu'ils ont fait à l'Irlande? Oubliez ça. C'est ce que je veux dire. La mémoire est très longue. Il n'a donc pas pu faire entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale avant Pearl Harbor. Si c'était seulement pour aller en Europe, non. On a laissé ça, ils sont tous fous, restons-en loin. C'était essentiellement le point de vue. L'Europe se fragmentera selon ses lignes ethniques. Nous voyons la même chose au Canada, et cela fait partie du problème. Si l'on regarde la Réserve fédérale et la façon dont elle a été créée à l'origine, c'était absolument brillant. Elle copiait ce que JP Morgan avait fait pour sauver les banques pendant la panique de 1907. Il y avait eu un tremblement de terre à San Francisco en 1906. Les compagnies d'assurance se trouvaient sur la côte Est et à Londres, et l'argent circulait de l'Est vers l'Ouest. Cela a provoqué des pénuries et certaines banques ont fait faillite. Alors JP Morgan a réuni toutes les banques et a dit « Si nous ne renflouons pas les banques faibles, ils viendront nous chercher. » C'est de là qu'est venue l'idée de la Réserve fédérale. Quand on regarde sa structure initiale, on l'appelait le prêteur en dernier ressort. Pourquoi? Parce qu'elle n'achetait pas de dette publique. Elle a été créée avec 12 succursales, et si l'on consulte un journal des années 1920, on voit chaque succursale mentionnée, chacune étant indépendante. Ainsi, s'il y avait une pénurie d'argent à Saint-Louis, ils augmentaient les taux à 4% alors que tout le monde payait 3%, afin d'attirer des fonds vers cette région. Go. Et c'était plutôt une forme de relance directe, dans le sens où si vous étiez une entreprise, vous alliez à la banque, vous aviez besoin d'emprunter de l'argent, et les banques ne prêtaient pas à ce moment-là. Vous pouviez émettre des titres de créance à 90 jours, et la Fed les achetait afin que vous n'ayez pas à licencier vos employés. Voilà, c'est de là que vient le terme « prêteur en dernier ressort ». D'accord. Alors, que s'est-il passé ensuite?
Voilà le problème avec les gouvernements. En 1914, la Fed est créée et la Première Guerre mondiale éclate. Le Congrès s'adresse à la Fed et dit « N'achetez pas de papier commercial. Nous devons émettre beaucoup de dettes pour financer la guerre. Achetez la nôtre. » Ils ne sont jamais revenus en arrière. Très bien. Puis arrive 1935. Roosevelt, essayant de faire passer son programme socialiste, usurpe la réserve fédérale, crée un président à Washington et impose un modèle unique, un seul taux d'intérêt. Il a usurpé tout le pouvoir des branches régionales. Pourquoi existe-t-elle encore? Leur raison d'être est désormais pratiquement obsolète. Très bien. Donc, il met en place le socialisme et doit contrôler les taux d'intérêt. Très bien. La Seconde Guerre mondiale éclate et on ordonne alors à la Fed, si les taux d'intérêt dépassent un certain niveau, decide. Donc, l'assouplissement quantitatif a été utilisé pour empêcher les taux d'intérêt de monter trop haut afin qu'ils puissent financer leur guerre. Puis arrive 1951, la guerre de Corée. Truman s'adresse à la Fed et veut qu'elle refasse la même chose. La Fed est techniquement indépendante et cette fois, elle a refusé. Ils ont dit « Nous n'allons pas refaire ça ». C'était la première fois que la Fed montrait un peu de fermeté. Très bien, et ils ont refusé de le faire. C'est essentiellement la position de la Fed aujourd'hui. Mais à l'origine, elle avait été conçue pour gérer les flux de capitaux régionaux. C'est pour cela que le Canada va se désunir. Parce que, encore une fois, la côte ouest, l'Alberta, est entièrement tournée vers les matières premières. L'Alberta, c'est presque comme le Texas. Ils ont du bétail, du pétrole, vous voyez. La côte est ressemble davantage à New York, axée sur la finance, etc. My mouth except going to store the small. Most of your big banks are all there. So, when real estate was Ainsi, lorsque l'immobilier était spéculatif et qu'une grande bulle se formait à Toronto, les comptables des banques ont commencé à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation. Pendant ce temps, ils mettaient les agriculteurs et les mineurs en faillite en Alberta. C'est ce problème régional. On a beau dire que c'est un seul pays, cela semble bien, mais la même chose se produit en Europe. Toutes les économies ne sont pas identiques. L'Allemagne est plus industrielle que l'Italie ou l'Espagne. Des périodes différentes, des cycles différents. Aux États-Unis, on appelait toujours cela l'arbitrage Texas-New York. Lorsque les prix du pétrole montaient en flèche, New York se plaignait de l'inflation et des problèmes qui en découlaient. Quand le cycle des matières premières était à la baisse, New York se réjouissait en disant « Nous gagnons beaucoup d'argent ». C'est pourquoi nous avons toujours l'arbitrage New York-Texas, car il se trouvait aux deux extrémités d'une bascule. Et c'est pour ça qu'on entend aussi parler de l'Alberta qui voudrait se séparer, parce qu'ici on a Carney qui arrive, et il a été l'un des fondateurs de la neutralité carbone. Il était là dès le début. Il disait même que cette fille de 16 ans, Greta, « Oh, abandonnez tous vos emplois, fermez tout le pétrole pour sauver la planète. Vivez des aides sociales, vous savez, restez à la maison et regardez la télé. » Aux États-Unis, John Kerry allait voir les mineurs de charbon en leur disant « Oh, vous devriez simplement fermer toutes les mines de charbon et apprendre à fabriquer des panneaux solaires. » C'en est devenu absurde. Alors l'Alberta devrait abandonner tous ses emplois et rester à la maison à regarder la télé. L'Alberta est la province la plus productive du Canada. Et encore une fois, on a des gens dans la capitale qui ne comprennent tout simplement pas cela. Même chose avec l'Allemagne. Vous avez coupé l'accès à l'énergie bon marché et l'industrie allemande décline. Cela représente 25% de votre PIB. Vous pouvez fulminer contre Trump autant que vous voulez, mais la croissance économique de l'Europe est inférieure à un tiers de celle des États-Unis. Toutes ces idées du genre, regardez, on ne peut pas avoir simultanément la justice sociale, la liberté individuelle et l'efficacité économique. Très bien, vous voulez la justice sociale?
D'accord, tout le monde doit gagner la même chose. Mais pour cela, il faut violer les droits individuels. Et vous vous retrouvez dans la même situation que l'URSS. L'inefficacité économique vous tire vers le bas. On ne peut donc pas avoir les trois en même temps. L'un annule l'autre. C'est ce qui a conduit la Russie à sa perte. Et en théorie, comme je l'ai dit, c'est le pays le plus riche du monde du point de vue des ressources naturelles. Mais si vous n'avez pas la structure politique et la liberté permettant aux gens de faire cela, vous ne décollez jamais. Je suis allé derrière le mur de Berlin avant sa chute, j'ai vu ce qui s'y trouvait réellement. Et je suis allé en Chine, donc j'ai vu les deux versions du communisme. Et elles étaient complètement différentes. Staline était plus paranoïaque. Les enfants, même en Allemagne de l'Est, apprenaient que si leurs parents parlaient un jour contre l'État, ils devaient les dénoncer. Ils ont même célébré un enfant qui avait dénoncé ses parents et en ont fait un héros national. Je pense que Staline était tellement paranoïaque qu'il a vraiment brisé l'unité familiale. J'avais un ami en Allemagne de l'Est. Quand le mur est tombé, son père est allé récupérer son dossier de la Stasi. Il est rentré chez lui et mon ami a cru que son père avait perdu la raison. Il commence à donner des coups de poing dans les murs et à arracher des micros. Il a dit qu'après avoir lu son dossier, il avait compris que tous ceux qu'il croyait être ses amis l'avaient dénoncé. Il a juré qu'il ne parlerait plus jamais à personne en dehors de sa famille. C'était le stalinisme. Bon, la Chine, ce n'était pas comme ça. La Chine avait plutôt ce qu'on pourrait appeler le syndrome du coquelicot trop haut. Il ne se souciait pas vraiment de ce que vous disiez à votre femme, mais si vous sortiez de chez vous en criant que le coquelicot est plus grand que les autres, on lui coupait la tête. Je pense que cette différence explique pourquoi la Chine a connu un essor aussi rapide par rapport à la Russie. Ils n'ont pas détruit l'unité familiale, alors que la Russie, je crois, l'a fait. Les deux étaient communistes, d'accord, mais dans des versions différentes. Et c'est simplement mon observation, pour avoir vu les deux de près, pour ainsi dire. J'ai donc vu cette différence très très marquée entre les deux. Et je pense que c'est pour cela que la Chine a connu un essor aussi spectaculaire. Elle a largement dépassé l'Europe et je pense qu'elle dépassera les États-Unis d'ici 5 ans, probablement. Principalement parce que l'Occident n'a pas tiré les leçons du passé. Nous commettons les mêmes erreurs qui ont provoqué la chute de l'Union soviétique, avec la justice sociale et ce genre de choses. Et, est-ce que c'est l'inégalité des revenus le problème? Tout cela relève d'une pensée communiste. Très bien, il y a des disparités de revenus entre les pays. Tout se résume à la question de savoir quelle est la véritable richesse d'une nation. Et je pense que cela a été clairement illustré par le Japon et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont hissés au sommet dans leurs régions respectives parce qu'ils étaient des pays productifs. La richesse d'un pays ne se résume pas à la productivité de son peuple. C'est très très clair. Je veux dire, regardez la Russie, elle possède tous ses atouts, très beau, mais elle n'a pas la productivité. Regardez la Chine, elle a la productivité, donc elle progresse. Nous avions des bureaux en Chine, à Hong Kong, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quelqu'un pouvait avoir un emploi à temps plein, très bien rémunéré, mais avoir tout de même un deuxième travail le soir. C'était comme s'il devait travailler tout le temps. C'était fascinant à observer. Je leur demandais, « Vous ne gagnez pas assez d'argent ?» Et ils répondaient, « Non, ça n'a rien à voir avec ça. » Ils ne voulaient tout simplement pas rester chez eux à regarder la télévision. Ils préféraient faire quelque chose. C'était donc très intéressant à ce niveau-là. Donc je pense que j'essaie de m'attaquer à ce problème fondamental.
Je pense que nous devons comprendre cette efficacité économique qui a fait tomber le communisme en Chine comme en Russie. Nous avons tous des talents différents. Un neurochirurgien ne devrait pas gagner la même somme d'argent qu'une personne qui balaie le sol. C'est la loi de l'offre et de la demande. Très peu de gens peuvent être neurochirurgiens, et pratiquement tout le monde, tant qu'il n'est pas handicapé, peut balayer un sol. Tout devrait être régi par l'offre et la demande. Et on ne peut pas dire, vous savez, qu'une personne qui lance un ballon de football et gagne 30 millions de dollars par an, eh bien, elle attire tout le monde dans les stades, et sans elle, il ne gagnerait pas autant d'argent. Cela semble fou de payer quelqu'un une somme aussi énorme juste pour lancer un ballon de football. D'accord, mais le marché est le marché. Et je pense que le libre marché décidera toujours de ce que quelque chose doit être, quoi qu'il arrive. Nous nous dirigeons donc probablement vers une division et une redéfinition du gouvernement. J'aimerais que nous arrivions à quelque chose qui ressemble davantage à une démocratie directe, un peu comme en Suisse, où il faut un certain nombre de signatures pour qu'une proposition soit soumise au vote. Ils ont justement eu un vote du type « Faut-il taxer les milliardaires à un taux plus élevé ?» Et le peuple a répondu non. Si cela avait été un bureaucrate, il aurait dit « Oh, je vais obtenir plus d'argent. Oui, faisons-le. » Donc je pense que nous devrions être consultés sur ces questions. Allons-nous faire la guerre? Voilà ce qu'est une démocratie. Si on ne nous pose pas cette question, c'est plus proche d'une dictature. Je pense donc que nous arrivons simplement au bout du rouleau avec les républiques en général. Et les marchés vont essentiellement faire cela. Il ne faut pas quelqu'un debout sur une caisse à savon disant « Suivez-moi, nous allons faire ceci » ou autre chose du genre. C'est plutôt un problème mondial, et on le voit à peu près partout. De la Thaïlande à Taïwan, en passant par la Corée du Sud, les États-Unis, le Canada, l'Europe. C'est un problème systémique, car une fois que vous confiez le pouvoir à un gouvernement, peu importe comment il se nomme, bonne chance pour le récupérer. On dit souvent qu'on peut voter pour entrer dans le socialisme, mais qu'il faut se battre pour en sortir. C'est en somme le problème de toute agence gouvernementale, et c'est la réglementation qui est cruciale. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec Trump sur la question des tarifs douaniers. Si l'on regarde les faits réels, c'est à Detroit que l'industrie automobile a vu le jour. Aucune entreprise automobile n'y est restée. Pourquoi? Parce que les politiciens sont devenus avides. Oh, on va gagner de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils n'ont cessé d'augmenter les impôts et les réglementations, et toutes les entreprises sont parties. La ville de Détroit a fait défaut sur sa dette en 1937. D'accord, on ne parle pas des années 1960, 70 ou 1980. 1937. Alors Trump veut accuser la Chine ou je ne sais quoi. Ça sonne bien. J'ai essentiellement restructuré des entreprises multinationales, c'est comme ça que j'ai rencontré Margaret Thatcher. Elle était probablement l'une des dirigeantes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Elle avait entendu dire qu'il y avait un type qui envoyait des entreprises en Grande-Bretagne, et je connaissais justement son conseiller personnel, Sir Alan Walters. Il a dit « Oui, c'est Marty », et elle a répondu « Il y a un homme qui fait ça ». Oui. Alors elle a voulu me rencontrer, et je lui ai expliqué, et elle a compris très vite. J'ai dit que si les entreprises avaient simplement besoin du meilleur régime fiscal, comme les compagnies aériennes, je les installais en Irlande. Si elles avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée, je les installais essentiellement au Royaume-Uni, pas en Allemagne. Pourquoi? Je lui ai expliqué que si je payais le travailleur exactement la même somme d'argent en Grande-Bretagne qu'en Allemagne,
toutes les réglementations supplémentaires faisaient augmenter le coût d'environ 40% de plus en Allemagne qu'en Grande-Bretagne. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils réglementent toutes sortes de choses. Très bien. Et je pense que dans les républiques, on trouve des gens qui s'ennuient et qui ont l'impression qu'ils doivent faire quelque chose pour pouvoir dire « Vous voyez, j'ai fait quelque chose pour être réélu ». Alors ils inventent des trucs. Quand j'étais dans le New Jersey, ils ont adopté une règle selon laquelle je devais avoir une assurance responsabilité civile spéciale. Quelqu'un est entré dans le bureau. Nous étions au 3e étage. Quand j'ai regardé, cela ne couvrait personne d'une autre entreprise employée, puisque cela relèverait de l'assurance accident du travail, non? Je devais payer 30 000 $ par an pour cette assurance, et nous n'avons jamais réussi à comprendre qui aurait bien pu être couvert. Nous allions organiser une conférence à Philadelphie, au centre des congrès, et ils ont dit qu'il nous fallait une assurance contre le terrorisme. J'ai dit, c'est quoi cette assurance contre le terrorisme? Je devais couvrir le centre des congrès, la ville de Philadelphie et l'État. Très bien. Nous avons traversé la rue et sommes allés au Marriott. J'ai même appelé mon assureur et je lui ai demandé « Est-ce que vous vendez une assurance contre le terrorisme ?» Il m'a répondu qu'il n'en avait jamais entendu parler. C'est le beau-frère de quelqu'un dans la ville de Philadelphie qui se fait de l'argent et moi je dois tout payer au cas où il y aurait une attaque terroriste. Pourquoi? Parce que nous avons organisé une conférence là-bas. Je veux dire, c'est exactement ce que je veux dire. Cela devient une sorte de pierre du voleur, inventant des règlements dont Dieu seul sait ce qu'ils signifient. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas inviter une entreprise en lui disant « Très bien, votre taux d'imposition est de 10%, puis soudainement dire « Eh bien, mes enfants doivent aller à l'université, alors je vais augmenter le taux d'imposition pour pouvoir voler un peu plus. » D'accord? C'est pour ça qu'une entreprise s'en va. J'ai implanté certaines entreprises en Macédoine, principalement parce qu'elles ont obtenu une garantie de 25 ans sans augmentation d'impôts. Vous ne pouvez pas élaborer un plan qui va coûter, disons, 500 millions de $ à construire. Vous avez un plan d'affaires et le taux d'imposition est, disons, de 20% ou peu importe. Puis soudainement, on vous dit « Eh bien, nous avons besoin de plus d'argent, donc nous allons l'augmenter à 30 ou 40%. » Du coup, vous passez d'une situation rentable à une situation déficitaire. Regardez la Californie. Il y a Gavin Newsom. Oh, nous avons besoin d'argent, donc nous allons imposer une taxe sur la fortune de 5% aux milliardaires. Mais ce sera seulement une fois. Une fois qu'ils font cela, ils reviennent toujours en demander davantage. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la plupart de ces milliardaires le sont essentiellement à cause de la valeur de leurs actions, d'accord? Ce n'est pas de l'argent liquide à la banque. La plupart d'entre eux sont entrés en bourse et ont conservé juste assez pour garder le contrôle. Maintenant, vous allez devoir vendre 5% de ces actions pour obtenir la liquidité nécessaire afin de payer l'impôt. Vous pourriez parler de autant de QHRPerm. C'est pour ça que tout d'un coup, on a vu qu'ils partaient tous, s'installant au Texas ou en Floride. Il y a une bonne citation de Grover Cleveland pendant la panique de 1893. C'était un démocrate et il criait après son propre parti. Il disait que dans ces périodes de finances malsaines, on peut augmenter les impôts, mais le capital s'en va. Ils peuvent placer leur argent à l'étranger. Bon, ce qui reste, c'est le salarié. Le salarié, lui, ne peut que payer l'impôt. Il ne peut pas mettre son travail à l'étranger pour le protéger. Il va partir. Et vous savez, cette idée de taxer les grandes entreprises, elles s'en vont. Et qui doit payer la facture? Ceux qui ne le peuvent pas.
C'est donc important. Les impôts sur la fortune sont probablement les pires. Vous avez une maison, vous l'avez payée $100 000, et on vous dit « Oh, elle vaut maintenant $200 000 ». Vous devez payer un impôt sur la valeur doublée, mais vous n'avez pas l'argent liquide. Si vous ne pouvez pas payer l'impôt, devez-vous vendre la maison pour le faire? Et même si vous aviez l'argent pour payer, que se passe-t-il ensuite? D'accord, le marché s'effondre, la maison redescend à $100 000. Recevez-vous un remboursement? Non. Très bien, si elle remonte et dépasse à nouveau $200 000, vous devez encore payer un impôt. C'est pour cela que l'impôt sur la fortune est probablement le pire de tous, car vous payez déjà tous les autres impôts de toute façon. Vous savez, j'ai témoigné devant la commission des voies et moyens de la Chambre. Je crois que c'était en 1996. Ils me demandaient pourquoi aucune entreprise américaine n'avait obtenu de contrat en Chine pour construire un barrage sur le fleuve Jaune. J'ai dit, c'est très simple, nous imposons le revenu mondial. L'Allemagne ne le fait pas. Donc une entreprise allemande qui soumissionne pour exactement le même projet est déjà 35% moins chère. Et eux, ils disaient, « Oh, vraiment ?» J'ai répondu « Oui. » Ont-ils jamais révisé la fiscalité mondiale? Non. Ils devraient renoncer à de l'argent. Impossible. Ils ne se soucient pas du pays, ils ne se soucient pas du peuple. C'est juste, il faut que je gagne la prochaine élection. Voilà tout. Alors j'ai appris au fil des années, et je fais ça depuis longtemps, peut-être 50 ans, je peux vous dire qu'on apprend de ses erreurs personnelles. Le gouvernement, lui, non. Parce que les gens changent sans cesse. Donc tous ceux qui étaient là, tu sais, il y a presque 30 ans, quand on m'a appelé pour l'euro, ils sont partis. Très bien, ensuite tu as le groupe suivant, et il faut tout leur réapprendre depuis le début. J'ai l'impression d'être dans ce film avec Bill Murray, Un jour sans fin. C'est la même chose encore et encore. On va recommencer ça? C'est très frustrant. C'est pour ça que l'or monte. Tu as des passionnés de l'or qui ne comprennent même pas pourquoi. Toutes les banques centrales achètent de l'or. Ce ne sont pas des investisseurs. Ils ont essentiellement compris qu'une fois que l'administration Biden a imposé des sanctions à la Russie, c'était la décision la plus stupide jamais prise, car cela a divisé l'économie mondiale. C'est ce qui a créé les BRICS. Tu as même Blinken qui menace la Chine. Oh, si vous aidez la Russie, on vous fera la même chose. Vraiment? Vraiment. Très bien, merci beaucoup. Et ils s'en vont. D'accord. Maintenant, si tu pars en guerre, la première chose à faire, c'est de t'assurer que tu n'as pas de dette envers ton adversaire, parce qu'il ne paiera pas. Tu crois qu'on va payer des intérêts sur la dette détenue par la Chine? Pas question. La Russie, eh bien, la Russie a tout liquidé. Ils ont compris. Très bien. L'Europe part en guerre. Les politiciens ne comprennent pas cela. Que va-t-on faire de la dette? Tout le monde va la vendre. Très bien, c'est essentiellement ça. Les États-Unis étaient pratiquement en faillite en 1896. JP Morgan a organisé un prêt en or pour ramener le trésor à 100 millions. Ce sont la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont fait des États-Unis la capitale financière. Auparavant, c'était la Grande-Bretagne. On peut le voir sur eBay. La Chine émettait autrefois ses obligations avant la Première Guerre mondiale en livres sterling. Aujourd'hui, les marchés émergents émettent leur dette en dollars parce qu'ils doivent la vendre. Ils vont à New York pour la vendre, tout comme tout le monde allait autrefois à Londres pour le faire. Très bien. Ainsi, il n'y a eu aucune politique intérieure menée par un politicien qui ait fait des États-Unis la plus grande économie. C'était l'Europe.
Avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, tout le capital a afflué de ce côté-ci. Nous sommes passés de la faillite en 1886 à la détention de 70% de l'ensemble des réserves officielles d'or mondial en 1945. Donc, je pense que vous savez, on observe une dette souveraine qui bouillonne, et c'est comme une bombe à retardement qu'il faut désamorcer. Je doute sérieusement que les gouvernements se réforment, dans la mesure où cela impliquerait qu'ils renoncent à une partie de leur pouvoir. Ils ne font pas ça. Historiquement, ils ont tendance à essayer de s'en sortir par l'inflation, afin de pouvoir rembourser la dette plus facilement. Nous avons donc des problèmes devant nous, mais je pense que la lumière au bout du tunnel, c'est que nous allons pouvoir repenser le gouvernement et, espérons-le, aller vers une démocratie plus directe où l'on nous posera réellement des questions. Voilà donc mon espoir pour l'avenir. Mais les prochaines années, les conséquences de cette mauvaise gestion budgétaire que nous avons connue vont être sérieuses. C'est pour cela que l'or monte, parce qu'il est neutre. Les banques centrales se moquent que l'or monte ou baisse en valeur, il est neutre. Elles se moquent de savoir qui gagne une guerre, il est neutre. Je n'ai pas besoin de compter sur la dette américaine ou européenne, et c'est là le vrai problème. L'or va probablement continuer à grimper. D'ici 2032, il pourrait même atteindre au moins 8000, voire se rapprocher de 10. Mais il faut bien comprendre que les conséquences de tout cela sont graves, et que l'Europe est plus vulnérable parce qu'elle n'est pas unifiée. Les ministres des Finances de la France et du Royaume-Uni ont reconnu qu'ils pourraient avoir besoin d'un renflouement du FMI. Si cela devait arriver, les traders ne se contenteront pas de regarder d'autres pays. Ils regarderont aussi les banques. Oh, qui détient la plus grande part de la dette française? Le système bancaire européen est donc plus vulnérable que celui des États-Unis. Les États-Unis n'ont que la dette fédérale. En Europe, ils ont une corne d'abondance de dettes provenant de divers pays. Les traders vont donc chercher à savoir qui est le plus exposé à ceux qui sont en difficulté. Nous vivons une période intéressante. Ce n'est pas la fin du monde, nous survivrons. Nous traversons ce genre de choses peut-être une fois tous les 300 ans environ. Après la Révolution américaine ou la Révolution française, on s'assoit et on redessine le gouvernement. Ce sera notre moment. Nous aurons l'occasion de le repenser, et je souligne ces choses en espérant que nous apprendrons du passé et que nous ne referons pas les mêmes erreurs stupides. Lorsque les pères fondateurs ont créé les États-Unis, il n'y avait pas de salaire. Ils étaient simplement payés à la journée. Ils se réunissaient quelques semaines par an. C'était tout. Pour abolir l'esclavage, c'est là que la corruption a commencé. Vous votez avec nous et nous vous donnerons un salaire annuel. Et c'est ainsi que tout a commencé. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que ce gouvernement permanent a été créé. Ce n'était pas le plan d'origine. Ces choses mûrissent et se transforment avec le temps. Lorsque les gens ont créé l'Union européenne, ils n'avaient jamais anticipé les migrants et les problèmes de cette nature. Mais dans beaucoup de pays, vous savez, on observe une baisse du taux de natalité. Alors ils ont pensé qu'ils laisseraient entrer tous ces migrants parce que tous les fonds de pension sont en gros un système de Ponzi. Ils s'attendaient à ce que chaque génération soit plus nombreuse que la précédente et que ces travailleurs paient les impôts finançant la retraite de la génération précédente. Mais si ce nombre diminue, alors nous avons un problème.
Ils voulaient donc augmenter la population. J'ai parlé à la Roumanie. Bruxelles leur disait d'accepter 100 000 personnes. Que vas-tu faire d'elles? Elles ne parlent pas la langue, elles n'ont pas de compétences. Juste 100 000, c'est tout. Elles n'apportent rien à l'économie ni à la productivité. Elles la freinent. C'est comme engager une femme de ménage pour nettoyer ta maison. Elle n'augmente pas ton revenu. Elle te coûte quelque chose. Je pense donc que c'est essentiellement là où nous en sommes. Je suis optimiste à long terme. Si nous comprenons simplement que nous devons faire face à ces problèmes, et si nous comprenons ce qu'ils sont, alors je pense que nous pourrons en sortir et voir la lumière au bout du tunnel. Eh bien, j'aime cet optimisme. Vous savez, surtout quand on voit qu'un effondrement massif semble se profiler. Mais encore une fois, avec cela, il y a un certain espoir de renouveau, au lieu de simplement s'entêter dans des politiques désastreuses. Alors, merci beaucoup d'être venu. J'espère vous revoir à l'avenir pour partager quelques prévisions, car comme vous l'avez dit, nous vivons vraiment une époque intéressante. Merci encore. Malédiction chinoise, n'est-ce pas? Puissiez-vous vivre à une époque intéressante.